Aujourd'hui, on accueille Hugues. On a beaucoup de chance d'accueillir Hugues, qui est le CPO de Théodo, une très belle boîte dans le conseil que vous connaissez sûrement si vous évoluez dans l'univers tech et produits. Et on l'accueille pour un sujet qui vous intéresse, c'est sûr, parce qu'on a beaucoup d'inscrits. Le sujet, c'est la discovery à impact. Alors, on a déjà fait pas mal de ressources, que ce soit nous ou d'autres, sur la discovery. C'est quelque chose dont on entend très souvent parler. Il y a eu un petit effet retour de bâton, je vais vous en dire plus dans quelques instants, mais qui justifie voilà, ce terme de discovery impact. Et vous allez voir, c'est très intéressant. On aura pas mal de cadeaux à vous donner, notamment des toolbox, etc. Donc, restez jusqu'au bout. Je vous le disais, donc sur la Discovery, on a eu un petit retour de bâton en 2023-2024. On partait de 2022, donc un peu le moment de gloire, grâce à des livres méthodos, notamment Discovery Discipline, qui ont mis en avant l'importance et la manière de faire de la Discovery. Moi qui suis bien positionné, c'est quelque chose dont on me parlait très régulièrement. Je veux des candidats qui fassent de la discovery, qui ont un track record de la discovery. À l'inverse, en ce moment, le discours a un petit peu évolué. J'entends parfois des discours, attention, je veux pas quelqu'un qui vienne me parler de 3-4 mois de discovery. Enfin, voilà, il y a une espèce de crainte qui s'est créée autour de ce sujet. Finalement, crainte d'avoir pas assez d'impact, de partir dans des mois de research pas assez actionnable. Donc voilà un petit peu d'où nous est venue l'idée de ce webinaire ensemble avec Hugues sur justement comment mettre en pratique de la discovery bien cadrée pour être sûr d'avoir un maximum d'impact. Et c'est un enjeu aujourd'hui pour beaucoup d'équipes produits qui doivent justifier leur impact dans ce contexte assez complexe. On peut avancer. Alors, les premiers cadeaux, celui-là, on va laisser quelques minutes pour que vous ayez le temps de scanner le QR code. N'hésitez pas, franchement, c'est un super dossier qu'on a construit sur la user research. Il y a 5 startups qui se sont prêtées au jeu, des belles startups assez avancées en termes de culture produit, notamment Spendesk, PlayPlay, Mime. Voilà, donc vous avez des choses assez différentes, du B2B SaaS, comme des produits beaucoup plus B2C. On sait que l'accès aux utilisateurs, c'est pas la même chose dans contexte B2B et contexte B2C. Donc, on a essayé de varier un petit peu les sources. Sarah va vous remettre également le lien dans le chat pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de scanner le code. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas déjà, donc c'est The Product Crew, une communauté de plus de 10 000 personnes aujourd'hui, product, design, data et tech. On a accompagné pas loin de 800 entreprises aujourd'hui dans leur recherche de nouveaux talents. Aujourd'hui, être membre de la communauté TPC, c'est avoir accès à des events, des jobs, des masterclass, des ressources, du coaching. Donc, n'hésitez pas si vous voulez devenir membre. On va vous mettre également le petit. Ah non, il me semble qu'on ne va pas vous le mettre cette fois, pardon. Et ça, c'est plus si vous voulez recruter avec nous des profils produits et tech que l'on ne trouve pas ailleurs. Vous pouvez scanner ce petit QR code pour qu'on en discute. On n'accompagne pas que des startups scale-up, parce que c'est parfois une question qu'on nous pose. On accompagne également des structures, grands comptes, PME tech, qui ne sont pas forcément aussi avancées en termes de culture produit, qui cherchent à mettre les choses en place. Donc, n'hésitez pas si c'est pertinent pour vous. Et voilà, ça c'était le QR code justement pour candidater avec nous. Donc si vous cherchez, si vous êtes en recherche, vous voulez trouver votre prochain job, vous pouvez scanner ce QR code, donc des jobs en produit, en engineering, en design ou en data. Voilà, j'ai fini la petite présentation. Hugues, c'est à toi, je te laisse partager ton écran. Et pour rappel, on prendra 10-15 minutes pour les questions dans le chat. On pourra vous donner la parole, donc n'hésitez pas à poser un maximum de questions et on les traitera en fin de webinaire. À toi, Hugues. Super, merci beaucoup Pierre. Bonjour à tous. Hyper content de vous voir aujourd'hui. Donc, je suis Hugues, en charge du produit pour Théodo. Alors, ça veut dire quoi? CPO chez Théodo, je suis en charge des offres produits et donc de l'expertise produit. Et donc, je fais lien entre Théodo et vous, l'externe. Donc, je suis hyper heureux aujourd'hui de vous partager des apprentissages, des choses concrètes qu'on a vécu, expérimenté. Pour peut-être dire deux mots sur Théodo avant d'entrer dans le vif du sujet. Théodo, c'est une agence de conseil delivery tech qui, depuis 14 ans, a lancé plus de 1000 produits. Parce qu'on est vraiment, on arrive en équipe complète
avec des experts tech, produits et design. Et on lance des produits dans différents univers, je dirais tous secteurs confondus, mais on bosse pour autant des startups scale-up que des grands groupes. Et je fais un big up à toute la team. Il y a une team aussi qui a collaboré avec moi sur ce webinar, qui fait partie de différentes entités. Donc, on est regroupé par entité, par métier. Il y a les entités web chez Théodo France, les entités aussi BAM, c'est Mobile Design, et il y a les équipes FinTech qui ont collaboré. Et donc, je les représente aujourd'hui. Vous pourrez aussi échanger avec eux si vous avez envie pour creuser les sujets. Pour rentrer dans le vif du sujet, euh, vous savez tous, voilà, on est le 5 mars 2024. Le contexte marché a changé. On n'est plus en 2023, on n'est plus en 2022. Il y a trois grands changements. Le premier, c'est que les investissements en tech sont challengés. On le voit tous les jours. On a aussi nos marchés, finalement, nos marchés européens font moins de croissance, sont moins acheteurs de nouvelles solutions, moins intéressés par l'innovation. Donc ça pose des questions. Et on arrive aussi à une phase un peu de consolidation de startups, de produits. Il y a beaucoup de transactions, de fusions-acquisitions qui ont eu lieu en 2023 et ce sera pareil en 2024. Donc on voit, voilà, le contexte est nouveau. C'est à nous de nous adapter. Euh, et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est on ne peut pas forcément se reposer comme on faisait avant sur notre cycle de vie produit standard. Un cycle de vie qui suit le volume des ventes. On fait un discovery, puis un delivery. On lance le produit, il croît doucement, il se stabilise et après, on va essayer de limiter la décroissance et la réduction des ventes. Ça, c'était un peu avant. Maintenant, nous tous, en tant que PM, lead PM, on doit trouver des nouveaux leviers business. Euh, alors moi, j'en vois que trois. Je ne sais pas si vous, dans le chat, n'hésitez pas à dire si vous en voyez plus, à abonder là-dessus. Moi, j'en vois trois. D'abord, on doit être sûr que nos investissements, tech et produits, ont un bon ROI pour garantir un impact business. Deuxième, comme nos marchés européens sont un peu saturés, on va chercher des nouveaux relais de croissance. Ça peut être sur d'autres segments, avec des pivots ou vers d'autres marchés, mais aussi dans une phase de stabilisation, un peu de maintenance. On doit se dire comment on fait pour avoir du run qui coûte moins cher, rationaliser les coûts, les OPEX en continu pour maintenir et opérer nos produits. Voilà les trois axes. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, donc franchement, preneur que vous abondiez en commentaire, on pourra en discuter. Et sur ces trois leviers business, j'ai presque une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'en fait, on a un rôle à jouer. En tant que PM, leader produit, il y a trois moments clés sur lesquels on peut avoir un impact. Premier, c'est en fait, stoppons stoppons avant delivery, arrêtons de lancer des produits qui n'auront pas de viabilité business, qui ne vont pas avoir d'impact. On peut stopper. Deuxième, on peut aussi aller chercher, comme on disait, des nouveaux relais de croissance en déployant vers d'autres marchés, d'autres géographies, nos produits français ou européens. Là aussi, vous allez voir, on a un rôle à jouer. Et dernier, on doit trouver des synergies. On doit essayer de proposer sur nos produits, sur nos assets tech, comment on peut s'appuyer plus sur peut-être des SaaS, comment on peut s'appuyer plus sur aussi, ou même rapprocher de produits, faire converger de produits, dans l'idée de maintenir et de stabiliser les coûts. Et en fait, ces trois gestes-là, ces trois moments clés-là, ça implique du discovery. On le voit bien pour le début, mais mon but, c'est pendant cette démonstration que je vous raconte des exemples et que vous voyez que le discovery, c'est pour tout le cycle de vie, même quand on ne s'y attend pas, sur les étapes 2 et 3. Mais aussi, alors je dirais, j'ai aussi une autre bonne nouvelle, c'est que on est aussi en 2024. On peut pas parler, on peut pas ne pas parler que les nouvelles techno nous promettent. Notamment, en fait, il y a deux hacks que je vous partagerai en fin de ce webinaire. Un hack sur le low-code qui a grandi en maturité, qui permet de faire beaucoup plus de choses, et aussi des hacks GenAI, avec des agents qu'on peut un peu customiser. On peut accélérer et finalement améliorer notre gestion du cycle de vie produit et essayer vraiment d'être meilleur et finalement de faire mieux faire mieux notre rôle de PM ou de leader produit. Pour commencer, on va directement zoomer dans les trois premiers gestes durs du discovery.
qui sont assez peu, en fait, j'irais partager, assez peu, sur lesquels il y a peu de retours d'expérience. Il y a peu de littérature. Et du coup, preneur aussi d'échanger avec vous. Je vous partage en l'état nos apprentissages et on pourra continuer la conversation. Premier, c'est comment on fait pour stopper avant le delivery. Un exemple concret qu'on a eu récemment pour un client qui est l'entité AXA Climate, l'entité dédiée à l'adaptation climatique d'AXA, qui a pour mission de sensibiliser aux enjeux climatiques. Donc, on avait réfléchi à un produit qui s'appelait Blue pour essayer de faire de la pédagogie, apporter voilà, des éclairages, des exemples concrets au grand public. De ce produit-là, faire ce produit-là, on est parti d'un framework qui est le framework assez classique qu'on a un peu étoffé de lancement de nouveaux produits, inspiré du design thinking et de Marty Kagan. Mais on a ces 4 bulles qui sont les 4 grandes zones de risque. J'aime bien aussi voilà, rajouter la partie impact environnemental, en plus de la désirabilité, viabilité, faisabilité. Donc, on a itéré pour vérifier ces 4 grands aspects par rapport à cette idée. Et on a notamment sur la désirabilité, on a pas mal creusé, on a eu des très bons retours d'interview et des tests du prototype qui ont été très positifs. On avait bien itéré là-dessus, fait des gros travaux de recherche utilisateur et on est arrivé avec un proto qui était assez haute fidélité. Mais là, on a eu un vrai wake-up un vrai wake-up en se disant, en fait, on n'a pas trouvé de piste de monétisation. On n'en a pas trouvé pour rentabiliser un investissement. Ça allait forcément être un coût important de développer cette plateforme-là. Ça allait même avoir un impact. On voulait peut-être un peu de vidéo, des choses qui allaient aussi coûter en run et avoir un impact environnemental. Mais en fait, on n'a trouvé à aucun moment de business model. Les questions, c'était qui était prêt à payer, avec quel modèle de monétisation, SaaS, licence, un freemium. En fait, c'était pas possible de trouver de levier pour monétiser cette solution-là, parce que c'est surtout une solution de sensibilisation, d'awareness. Donc, c'était un rôle de pédagogie. En fait, quand on a comparé, quand on est rentré un peu dans le détail, la vraie pédagogie, elle a lieu sur LinkedIn. AXA Climate, certains sont dans le webinaire, fait un gros travail de pédagogie. Il y a plus de 16 000 followers, beaucoup de leaders d'opinion qui sont dans cette entreprise-là. Et donc, en fait, on se dit le meilleur moyen d'atteindre l'impact qu'on voulait, qui était d'éduquer, de faire la pédagogie sur les enjeux climatiques, c'était finalement de rester sur LinkedIn et de ne pas développer une nouvelle plateforme. Et là, l'apprentissage que je veux vous partager, c'est que on est toujours, je pense, on peut toujours augmenter notre niveau d'exigence sur la viabilité business. On doit toujours commencer par ça aussi, notamment face à des géants tech. Quand vous êtes à une ou deux features d'un LinkedIn, d'un Google, d'un WhatsApp, voilà, on voit trop souvent des produits qui se lancent, qui sont le WhatsApp de je ne sais pas quoi. En fait, on doit d'abord vérifier que WhatsApp ne suffit pas à faire, ou LinkedIn ne suffit pas. Donc, on a un vrai enjeu de faire attention à ne pas essayer de concurrencer des géants tech sur lesquels on n'arrivera pas à se différencier. Premier geste dur de discovery. Le deuxième, pour parler un peu de localisation de produits, quand on en lance un à l'international, je vous donne l'exemple d'un VTC européen qui a voulu ajouter le paiement cashless sur son appli en Afrique. Il avait une problématique business, c'est qu'il y avait des nouveaux concurrents qui avaient déjà embarqué des solutions de paiement par wallet, par virement ou par carte bleue, mais aussi le VTC voulait améliorer sa rentabilité parce que la collecte de cash n'était pas assez fiable. Et en fait, là, on a dû faire un travail vraiment d'immersion très terrain en allant sur place en Angola, à Luanda, en Côte d'Ivoire et au Sénégal pour comprendre les habitudes des passagers et vraiment aussi vérifier que cette nouvelle solution de paiement n'allait pas aussi faire fuir les chauffeurs ou aller bien s'intégrer avec leur quotidien et aller pouvoir leur convenir. Donc, on a vraiment fait de l'immersion terrain. Et là, je partage ce que Marion et Clara ont détecté comme surprise et comme découverte inattendue. Il y en a trois. La première, c'est en fait à Luanda notamment, les téléphones sont toujours cachés en dessous des fenêtres. Je ne sais pas si vous savez pourquoi. En commentaire, vous pouvez réagir. Euh,
En fait, c'est pour ne pas attirer l'attention. Cet écran peut être trop visible, éviter les risques de vol qui sont importants. Et donc, il les cache toujours en dessous des fenêtres, il baisse la luminosité la nuit. Donc, il y a un vrai impact UX qu'on n'avait pas imaginé. Deuxième, on n'est plus habitué à ça aujourd'hui en France, en Europe. En fait, le chauffeur appelle toujours le passager avant la prise en charge, dû au fait que voilà, les GPS ne peuvent pas toujours être aussi fiables et l'appellation des rues ne permet pas au chauffeur de se repérer. Et donc à Luanda, il y a vraiment sans arrêt des appels. Donc il y a une petite rupture dans la... Mais en fait, c'est aussi convivial. Il y a une prise de contact qui a lieu entre le chauffeur et le passager. C'est aussi un moment important du parcours, mais qui a été une surprise pour nous. Et le troisième, encore plus surprenant, comme on voulait en fait lancer une solution de paiement cashless, en fait, c'est le chauffeur et le passager faisaient déjà des virements pour payer la course en fin de trajet par une autre application qui bypassait complètement l'appli du VTC. Donc ils avaient déjà en fait implémenté le cashless dont ils avaient besoin. Donc ça nous a rassurés sur le fait qu'il y avait un vrai besoin. Ils avaient déjà trouvé une alternative, mais c'était aussi un enjeu de le réintégrer en interne dans le produit. Et du coup, pour réintégrer le cashless dans le produit, euh, en fait, contrairement au parcours classique de prise en charge et de paiement sur une appli VTC que vous avez tous, en fait, le parcours de paiement a été fait vraiment de manière sur mesure pour l'appli en Angola, complètement opposé aux standards européens. C'est qu'en fait, en Europe, on a toujours c'est en deux étapes le paiement. Les experts du paiement pourront confirmer. Il y a un premier pré-autorisation et après le paiement final avec la facturation en fin de voyage avec le montant exact. Sauf que dans le monde du cash, en fait, il n'y a pas de pré-autorisation. Les gens payent en cash à la fin. Et donc, dans la logique de cashless, pour garder les habitudes, le paiement a été conservé en fin de trajet. Ça s'appuie sur la confiance entre chauffeur et passager. Donc, des choses vraiment différentes qu'on n'avait pas imaginées et qui sont vraiment en fait venus challenger nos idées, nos usages habituels, nos idées préconçues. Et c'est ça qui est intéressant dans ces discoveries où on doit localiser un produit à l'étranger, c'est ça nous force à vraiment revoir nos hypothèses et à challenger notre conception de ce que c'est un bon parcours utilisateur, un bon parcours de paiement sur une appli VTC. Et même si c'est inattendu, en fait, le Discovery permet de dérisquer, enfin, et de débunker ces idées fausses pour qu'on ait une meilleure vue plus proche de la réalité de ce que les gens ont, de ce dont les gens ont besoin. Voilà pour le deuxième. Et le troisième geste dur de Discovery, ce qu'on voit, c'est il y a pas mal d'acteurs il y a des solutions qui existent sur lesquelles on peut trouver des axes de convergence. Je vais vous donner un exemple de la complication et ce qu'il a fallu pour trouver bien des synergies sur deux produits différents. Je vous raconte aussi un cas concret. On travaille pour la BPI, qui est la banque partenaire des entrepreneurs, qui se transforme pour devenir une fintech. Et la BPI a deux métiers. Il y a le financement d'entreprise et l'investissement dans des participations. Donc, dans les deux cas, c'est les banquiers ou les investisseurs qui évaluent la qualité des dossiers pour les entreprises qui demandent des financements ou la qualité et des cibles dans lesquelles ils veulent investir. Et dans les deux cas, quand ils étudient ces dossiers-là, ils vont regarder les critères ESG, des critères liés à la performance sur l'environnement, le social et la gouvernance de ces entreprises-là. Et donc, ils vont regarder voilà, la maturité à un instant T, mais aussi la dynamique, la trajectoire ESG. Et donc, en fait, ces deux métiers-là se sont dotés de plateformes pour évaluer cette maturité sur ces critères ESG. Et donc, les banquiers, les investisseurs ont aujourd'hui une plateforme, chacun pour faire leur travail, qui est d'étudier, de donner un score à ces entreprises avant d'investir ou de les financer. Et finalement, ces deux plateformes-là ont des briques fonctionnelles très similaires. Ça commence toujours par un parcours utilisateur, où le banquier, ça s'inscrit dans une suite d'étapes qu'il a fait avant. Il y a un formulaire pour analyser, prendre des informations sur la maturité de l'entreprise, les différents réponses un peu standards. Et après, à partir de ces réponses-là, qui sont dans un data lake, la data ESG, on calcule un score. Et ce score, on vient le réafficher au banquier ou à l'investisseur pour qu'il puisse prendre sa décision et informer son investissement ou le financement de l'entreprise. Donc, vous voyez, donc les briques fonctionnelles sont assez proches entre les deux. Et pourtant, c'est très dur de se dire comment on peut
mutualiser, comment on peut finalement faire converger des briques proches, parce que chaque métier avait des spécificités. Et donc, dans ce cas, ça joue vraiment dans le détail. Donc, il faut faire une sorte de discovery qui s'appuie d'abord un peu sur un audit de compréhension des deux produits, mais même un rétro-engineering de pourquoi il y a ça dans le formulaire de l'un ou il y a ça dans le formulaire de l'autre, qu'est-ce qui est différent dans la méthode de calcul de l'un ou l'autre. C'est vraiment un travail assez fin d'analyse, de compréhension du cheminement rationnel, de pourquoi la spécificité métier de l'un permet pas, et pas la même que l'autre. Et gros bravo à l'équipe, Victoire, Margot, Guillaume, qui ont trouvé une première synergie, qui était d'abord, ils se sont dit, on va commencer par ce qui est structurant, qui est un peu le backbone, c'est centraliser la data. Sans data commune, on ne parlera pas la même langue. C'était la meilleure manière d'aligner les métiers sur un vocabulaire commun. Donc, c'est en fait de regarder le modèle de données et même le data lake et la base de données. Et du coup, on a commencé par la data et aussi commencer par aussi mutualiser le formulaire qui permet d'harmoniser aussi ce qu'on affiche comme data et ce qu'on collecte. Donc, vous voyez, on a commencé par deux briques qui étaient des briques, en fait, pas évidentes. On ne se serait pas dit que ce seraient ces briques-là. On aurait pu dire on va fusionner les parcours, ou fusionner les logins, ou fusionner les méthodes de calcul, un peu le back. En fait, on a commencé par les deux briques qui étaient finalement les moins spécifiques par métier, sur lesquelles on pouvait avoir un axe pour mutualiser et les faire converger. Et vous voyez, ce travail-là, en fait, c'est vraiment un travail assez fort de négociation avec les parties prenantes. Il fallait retourner voir les banquiers et les investisseurs pour vérifier que ce qu'on allait faire comme brique commune n'allait pas dégrader l'expérience de l'un ou de l'autre, trouver un juste milieu. Et dans ce cas, c'est vraiment la négociation très forte pour faire adhérer à cette convergence progressive, faire un plan de transition et vérifier aussi mesurer l'impact, mesurer qu'il n'y a pas trop d'impact négatif ou qu'il n'y a pas de régression sur la satisfaction des banquiers ou des investisseurs. Donc il y a un vrai enjeu très délicat. C'est un sujet de maintenance de produits, d'évolution de produits qu'il faut faire et sur lequel je pense aussi il y a assez peu de témoignages et de retours d'expérience. Voilà pour ces trois éléments de gestes de discovery que je voulais vous partager. Maintenant, je veux vous donner ouais, deux hacks techno qui permettent en fait, d'aller plus vite, de faire mieux son travail sur tout le cycle de vie de votre produit. Le premier, c'est le low-code. En fait, les techno low-code, depuis plus de 7 ans, ont vraiment explosé en maturité et en niveau de compatibilité. Si on prend la techno WeWeb, dont le logo est ici, c'est vraiment maintenant une technologie qui est prête pour la production, qui peut être connectée avec un back-office custom. Donc, ça peut faire du low-code un peu hybride, mais c'est très facile à prendre en main. C'est aussi avec un front très, très intuitif, qui est déjà pixel perfect, qui est responsive. Donc, on fait des gros gains sur le front. Mais on a aussi tout ça dans des contraintes, dans des champs de contraintes de sécurité des corporates. C'est compatible. WeWeb accepte et passe les pen tests, les penetration tests des entités des DSI de grands groupes et donc permet en fait d'aller beaucoup plus vite tout en gardant, en donnant des gages de sécurité et de fiabilité pour les grands groupes. Et c'est l'exemple, justement, il y a un acteur, c'est PricewaterhouseCoopers, qui a lancé en un an 9 applications en WeWeb avec des budgets divisés par 4. Donc ça va beaucoup plus vite. Ils peuvent lancer une application en 2 mois, des budgets vraiment restreints par rapport à des solutions qu'on aurait fait en custom, mais aussi très facile à maintenir et à prendre en main par les équipes. Aujourd'hui, il y a 3 product managers chez Price dans un studio qui peut manipuler, les faire évoluer. C'est toujours la difficulté dans le code, est-ce qu'on peut le maintenir et le maintenir à jour et le faire évoluer? C'est le cas. Et donc, ces produits-là, en plus, c'est des produits orientés pour les clients. Par exemple, l'exemple de TrustMap, c'est un produit qui permet à Price de communiquer avec ses clients et de donner accès à des responsables ESG, à leurs indicateurs, à piloter leur performance. Donc, vous voyez, il y a des grands groupes qui sont pionniers, c'est le cas de Pricewaterhouse, mais ça pourrait être vous ou même pas mal de startups scale-up s'emparent un peu plus du low-code pour aller plus vite. Avant, c'était que pour tester, faire des prototypes. Maintenant, ça peut être pour des vrais outils en production, en attendant d'avoir un market fit, ou même ça peut servir dans la durée. Et deuxième hack euh, qu'on trouve vraiment assez frappant, c'est les agents.
depuis ChatGPT 4.0, que vous avez aussi sans doute testé. Et là-dessus, on veut vous partager un sur lequel il y a une grosse intensité qui a été mise au niveau du groupe Théodo, avec une super équipe qui a travaillé sur un chat qui s'appelle Argos Chat, qui retourne en 1 minute un résumé de tous les commentaires des stores pour une application. C'est vraiment un travail dur pour un PM d'analyser les commentaires sur les stores. Et en fait, comme ChatGPT est très fort pour synthétiser, donc ça permet de synthétiser, de faire des regroupements par thème. On a aussi rajouté des fonctions beaucoup plus fines pour on va se dire est-ce que sur quelle période de temps, pour comparer, pour avoir un mesure, un peu faire nos A/B tests sur des changements, des évolutions. Est-ce que sur cette période de temps, on a un nombre d'étoiles qui augmente ou pas par rapport à nos changements produits, à nos dernières releases. Et tout ça, en fait, ce chat, on l'a fait sur un agent, c'est un GPT, mais aussi on a connecté un back en custom pour pouvoir vraiment avoir une réponse complète et pas dépendre uniquement de ChatGPT qui peut halluciner. Ou là, on a un vrai outil qui se connecte au store. Peut-être le mieux, c'est de vous faire une démonstration. Vous me dites si vous voyez. C'est bon. Et donc, c'est le cas pour TF1+, qui a été lancé la début janvier, le 8 janvier 2024. Après le lancement, on a eu besoin en fait de comprendre très vite quel était un peu le résultat de ce lancement-là. Et donc, on avait plus de 300-400 commentaires analysés. Et donc, on s'est appuyé sur Argos Chat pour aller comprendre ce qu'il y avait dans les commentaires. Et du coup, voilà le retour d'Argos après un peu de discussion avec le back-office. Il synthétise les différents thèmes. Il conserve des verbatims. Il vous propose aussi déjà des actions et des actions correctrices. Donc pour vous, en fait, c'est hyper actionnable. Pour un PM, une équipe produit qui a ça, vous pouvez directement vous appuyer sur ça pour prioriser vos évolutions et vos changements pour votre roadmap. Et du coup, être aussi bien connecté, ne pas rater des éléments importants. Donc voilà pour un exemple, mais à vous de vous encore interroger, retravailler, voire lui demander un extrait en Excel. Euh, Bravo à toute l'équipe qui a lancé ce produit, notamment Lina. Vous pouvez, dès maintenant, il est en production, ce chat. Vous pouvez prendre le QR code ou l'URL, le tester, faire un retour à l'équipe et venir échanger avec nous si vous voulez en savoir plus. Euh, voilà pour ce chat qui sert pour les applications mobiles. Maintenant, peut-être en synthèse pour conclure. Ce qui est intéressant dans ces 3 gestes durs de discovery que j'ai décrits, je les redis. Quand on se veut stopper vraiment avant le delivery, il faut élever le niveau d'exigence sur la viabilité business, être meilleur dans ces questions, sur la willingness to pay, sur les différents modèles de monétisation, et aussi bien regarder les concurrents, les alternatives. Quand c'est des géants tech, j'ai mentionné, être vigilant. Donc, vraiment mettre d'abord la viabilité business au cœur de votre discovery, commencer par ça, avant d'aller trop loin dans le prototype. Sinon, vous aurez moins d'écoute de vos sponsors, de vos stakeholders. Et c'est à vous de faire des recommandations fortes, de stopper si besoin des initiatives non pertinentes. Le deuxième, quand on déploie à l'international, quand on localise un produit, c'est à vous attention, d'être vigilant à vos idées fausses, à vos idées préconçues, parce qu'il y a des évolutions que vous devrez faire, comme le tunnel de paiement. Mais après, là, on a pris un exemple qui était facile, c'était exotique en Afrique. Et c'est le cas, en fait, c'est beaucoup plus, je dirais, récurrent que ce qu'on imagine. Ça peut être dès qu'on change le produit sur un autre segment, sur un autre marché, même en France ou en Europe, on a des surprises. Et en fait, il n'y a pas encore de standard sur tous les parcours. Et c'est à vous d'être très vigilant quand vous voulez faire bouger votre produit, le mettre, positionner sur un autre marché, de savoir challenger et repenser son produit. Et donc, ça veut dire aussi renoncer à des choix qu'on avait fait avant et à vous voilà, de vous approcher plus de la réalité. Enfin, sur les synergies, c'est vraiment un muscle de négociation avec vos stakeholders pour proposer vous-même les synergies. C'est à vous de les proposer avant qu'on vous les impose. Et sinon, c'est trop tard quand on vous propose ce type de synergie. C'est à vous d'aller proposer des plans de convergence. C'est très progressif, c'est-à-dire on commence, on va voir ce que ça donne sur tel périmètre pour apprendre, mesurer l'impact, mesurer les gains sur les coûts qu'on a économisés.
Mais c'est aussi, voilà, c'est des synergies qui peuvent, cette logique de recherche de synergie, de mutualisation, c'est aussi valable dans des cas de fusion entre deux startups. Il y en a beaucoup en ce moment, d'intégration après une acquisition. Et dans ce cas, il y a des vraies étapes, il y a un framework, un playbook qu'on est en train d'écrire pour travailler pas à pas sur les bonnes synergies. Donc, je serais hyper content d'échanger avec vous sur ces thèmes-là. N'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. Et si vous avez des histoires, vous, que vous avez à me raconter, à me partager sur ces trois aspects-là. Et pour vous donner aussi enfin, pour rebondir sur la partie techno, je vous laisse aussi prendre en photo ça pour échanger sur le low-code avec Alexis et Eden de chez Théodo. Si vous voulez en savoir plus et avoir des retours d'expérience ou leurs avis concrets, si vous avez vous-même des solutions en low-code. Et je vous invite à tester ces deux agents. Il y a celui sur l'appli mobile, les commentaires du store Argos Chat. Il y en a un autre fait par Théo qui permet d'aller beaucoup plus vite pour lancer, pour écrire son job to be done, pour les formaliser, basé sur nos standards et notre recul. Et donc, ça permet de tester tout de suite. Vous lui faites ingérer votre interview ou votre matière de recherche utilisateur et ça vous propose un job to be done pour bien comprendre votre persona et informer bien vos décisions produits. Voilà, c'est tout pour moi tout de suite. Preneur d'échanger à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup, Hugues. Franchement, c'était super. Et je tiens quand même à souligner, parce que j'ai souvent ces retours de la part de personnes qui évoluent dans le monde produit, notamment sur l'univers conseil. Où certaines personnes ont parfois des doutes sur est-ce qu'on fait vraiment du produit. Bah là, vous en avez la preuve quand même assez flagrante. Le fait de même dire non à un client sur le fait d'aller au bout d'un projet, de lui dire on s'arrête maintenant, on a fait la discovery, ça n'est pas viable. Clairement, c'est qu'on est sur une approche pur produit hein, et il n'y a pas à remettre ça en cause. Donc ça, je trouve que c'était important de le souligner. On a pas mal de messages dans le chat. Je vous propose, alors on va essayer de centraliser un maximum de questions. N'hésitez pas à allumer votre micro, on peut vous donner la parole également. Et alors, peut-être que tu peux remettre aussi les QR codes rapidement, Hugues, parce que j'ai l'impression qu'ils sont très demandés. Je vous les conseille vivement. Franchement, c'est très cool de ta part. Et notamment aussi, on a quelques questions très rapides sur Argos Chat. Est-ce que c'est que pour l'App Store ou est-ce que finalement ça peut se plugger avec des avis Google, etc. Ouais, non, c'est une très bonne question. On est dessus, c'est que pour les stores mobiles. On est en train de faire une version, je poke Chloé au passage qui est sans doute là. On est en train de faire une version pour choper les avis Trustpilot sur des SaaS pour que aussi vous puissiez analyser la performance de votre dernière release en une minute. On travaille dessus. Ouais, venez me contacter, je vous mets en relation. On pourra aussi prendre vos use cases. Merci beaucoup, Hugues. Également, alors avant de passer aux questions, il me semble que dans un souci de temps, tu as dû prioriser, mais il y avait un sujet qu'on avait évoqué qui est quand même vachement pertinent, surtout en ce moment, c'est la discovery pour mettre fin finalement à un produit quand on constate que le PMF n'est pas là. Enfin voilà, les options pour pivoter, pour éventuellement revendre son entreprise. Alors ça peut rentrer un peu dans l'onglet synergie, mais est-ce que tu aurais des choses à raconter là-dessus rapidement? Ouais, il y a un contexte précis où si la personne veut parler, me dire d'où vient cette Non, non, là, question. ça vient de moi. Non, non, ouais, j'ai priorisé en effet pour te donner dans le timing. Et je pense qu'en fait, on pourrait faire un webinaire entier sur le sunset. Donc, si ouais, Ok, on peut prendre rendez-vous parce que moi, mes deux gros apprentissages, c'est que d'abord, mes deux critères pour vérifier quand on doit vraiment se poser la question du sunset, c'est est-ce que les coûts de maintenance du produit sont disproportionnés par rapport à l'adoption? Si c'est le cas, premier red flag. Et deuxième red flag, en fait, c'est est-ce que l'usage du produit, même s'il est minime, est pas aligné avec en fait l'usage initial ou l'intention ou le parcours utilisateur qu'on avait en tête ou finalement ce qui a du sens dans le reste du produit. Et dans ce cas-là, ça peut poser la question de, en fait, c'est un usage qui était détourné. Soit on le garde, on assume et on repense notre produit comme ça, soit pour vous donner un exemple, c'est Google qui a arrêté récemment son outil qui s'appelle Google Optimize. Google Optimize, c'était l'outil d'A/B test de Google. Donc vous dites Google, ils arrivent à se dire, je fais un outil d'A/B test que je tue parce que ça n'a pas de valeur. Eux, leur problème, c'est de dire, en fait, si les gens utilisent, c'est un outil gratuit. Google se dit, si les gens utilisent mon outil d'A/B test gratuit, c'est que les gens n'ont rien compris à l'A/B test, ils veulent faire du truc un peu
vérification de couleur de bouton sur l'A/B test. C'est pas ça. Il devrait prendre une solution payante qui s'appelle Optimize ou d'autres. Et donc Google a renvoyé vers des SaaS payants en disant si vous êtes sérieux sur l'A/B test, allez prendre une solution payante. Donc je trouve que c'est ça aussi quand vous devez sunsetter votre produit, c'est vous dites non à vos clients ou vous dites non sur ce produit-là, mais vous dites oui à autre chose. Il faut se dire, bah, tiens, vous renvoyez vos clients vers quelque chose qui a plus de valeur pour eux, parce que vous êtes convaincu que. Donc, c'est un geste fort, mais ouais, prenez le d'en discuter s'il y en a qui sont intéressés. Merci beaucoup, Hugues. Alors, on a quelques questions, notamment Anaël. Je ne sais pas si tu es encore connecté. Anaël Ishan, si tu veux prendre la parole. Et je vais poser ta question. Il semble que tu ne sois pas dispo pour prendre la parole. Alors, comment est-ce que, d'abord, c'est sur le low-code. Est-ce que c'était simple finalement d'intégrer du low-code et surtout dans une app existante, notamment pour les questions d'authentification, de RGPD? Est-ce que c'est possible finalement d'arriver un peu plus tard avec du low-code dans la solution? Ouais, bonne question. Alors, sur l'exemple de Pricewaterhouse, on avait fait directement en low-code. Donc, c'était pas un exemple. Mais en effet, souvent, ça commence le blocage par le login où on n'a pas forcément, où ça a déjà été fait sur du custom. Premier défi. Ou après, quand c'est les grands groupes qui sont très vigilants sur à prendre des SaaS ou des technos américaines, parce que des données peuvent être hébergées sur des clouds, sur des serveurs américains. Dans ce cas-là, on peut avoir un débat. Mais au-delà de ça, non, il n'y a pas de contrainte. J'irais justement, WeWeb notamment, alors c'est une techno française, a lissé ce type de contraintes qu'on avait avant. Il faudrait que tu ailles tester et vous demander une démo. C'est vraiment devenu beaucoup plus fluide. Alors, c'est pas une question, plutôt une remarque de Chloé. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole pour échanger directement avec Hugues, Chloé Lemarié. Chloé, 1, 2, 1, 2. Décidément, on n'a pas trop de chance, je crois, aujourd'hui sur les prises de parole en direct. Alors, Chloé, je vais me permettre de reprendre ta remarque. Un peu étonné de voir qu'on prend de la discovery dans trois moments clés de la vie d'un produit, la littérature actuelle, mais plutôt en avant la discovery en continu. L'écueil, ça a été justement que par le passé, on ne faisait de la discovery que lors de moments critiques, ce qui n'est pas assez. Il faut penser à son impact en continu. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, Hugues? Ouais, non, mais je rejoins Chloé. Salut Mehdi. Je rejoins Chloé sur le fait que, enfin, et attention, je n'oppose pas du tout de la discovery continue avec les trois moments clés. C'est plutôt l'inverse. C'est ces trois moments clés où on ne faisait pas de discovery, on ne le faisait pas au bout, où on ne pensait pas que la discovery avait un impact. En fait, on laissait ça un peu, on disait c'est la stratégie produit où ça vient d'en haut. Sur le go-no-go, on dit que ça vient d'en haut. Sur est-ce qu'on stoppe, est-ce qu'on fait une fusion entre deux produits. Donc en fait, c'est plutôt à vous de utiliser notre méthode de discovery, notamment discovery continue pour être au contact de ces sujets stratégiques et avoir de l'avance sur les discussions et les propositions. Donc, c'est à vous de proposer d'aller déployer votre produit international parce que vous avez fait une petite recherche ou un travail en amont plutôt que de les subir. Mais donc, non, c'est vraiment pas pour opposer ça avec les discours continus. Et alors, je regarde, on n'a pas forcément plus de questions. Il est 12h40. On a peut-être pas mal de gens qui partent déjeuner. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez continuer la discussion avec Hugues ou avec les personnes qu'il a mentionnées sur les sujets low-code ou, ou IA. Vraiment, il se fera un plaisir de continuer ça avec vous. En tout cas, merci beaucoup, Hugues, de t'être prêté à l'exercice. Et écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée et bon appétit. Et j'espère vous voir très nombreux au prochain live.